Bienvenue dans mon podcast « La lumière est au bout du couloir ». C'est le podcast pour celles et ceux qui sentent que quelque chose en eux ne peut plus continuer à vivre à moitié. Celles qui ont réussi et ceux qui ont réussi à l'extérieur, mais qui savent qu'à l'intérieur, il y a un appel plus grand. Je suis Marine Plantier, entrepreneur, coach, enseignante en souveraineté et liberté intérieure, éveilleuse de conscience et guérisseuse d'âme. Aujourd'hui, j'accompagne les femmes, mais aussi certains hommes, à se souvenir de qui ils sont vraiment, à sortir des loyautés invisibles, à quitter des identités qu'ils ont empruntées dans cette vie et dans d'autres, à oser être souverains, souveraines dans leur propre vie. Et surtout, ce que je fais, c'est qu'on enlève les couches qui ont été mises pendant des années, et peut-être dans des vies antérieures aussi, afin de retrouver sa puissance. Ici, je ne parle pas de développement personnel pour améliorer ou devenir la meilleure version de soi. On parle de vérité, de responsabilité, de puissance retrouvée. On revient à qui on est, un être spirituel, rempli d'amour, de lumière, de bonté, de sagesse. Et aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet qui est l'attachement versus système nerveux, comprendre pourquoi tu aimes comme tu aimes et comment s'en sortir. Alors aujourd'hui, on va toucher un sujet, quelque chose de fondamental et que chacun devrait connaître. Ça devrait même être enseigné, je trouve, aux futurs parents qui vont avoir un enfant. Ça changerait les relations de tout le monde et donc par conséquent le monde. Et permettrait peut-être à chaque enfant de démarrer dans sa vie avec beaucoup plus de sécurité et de déployer son potentiel le plus élevé. Nous allons voir ensemble pourquoi tu aimes comme tu aimes, pourquoi certaines relations t'apaisent et d'autres te détruisent ou te réduisent, et surtout pourquoi malgré toute ta conscience que tu as, tu peux continuer à répéter les mêmes schémas dans tes relations et vis-à-vis de toi-même. Parce que la vérité, ce n'est pas seulement psychologique. Pour moi, avoir fait toutes ces formations m'a permis de comprendre que certains schémas pouvaient venir de notre système nerveux, mais aussi d'un point de vue émotionnel, et que c'est profondément ancré dans ton histoire et même dans tes vies antérieures. Dans cet épisode, je vais te relier le système nerveux, les styles d'attachement, ton enfance et tes relations aujourd'hui. Et surtout, je vais te montrer comment tu peux t'en sortir. Tout d'abord, nous allons voir le système nerveux, la base de tout. Qu'est-ce que c'est le système nerveux ? Le système nerveux, c'est ce qui gère à l'intérieur de toi inconsciemment, tu ne te rends même pas compte, ton sentiment de sécurité vis-à-vis de toi et vis-à-vis de l'extérieur, tes réactions émotionnelles lorsque quelque chose arrive, ton stress, tes comportements automatiques et ta vision de l'extérieur, danger ou pas. Son rôle principal est simple, te maintenir en sécurité, tout le temps, 24 sur 24, 7 jours sur 7. Et comment il fait ça ? Inconsciemment, il scanne au niveau de l'esprit, tout le temps, 24 sur 24, 7 jours sur 7. Et il pose la question, ton système pose la question, suis-je en sécurité maintenant, là, tout de suite ? Comment ça fonctionne ? Le système nerveux a la capacité de voir deux choses. 1, tu es en sécurité, donc tu es plutôt calme, ouverte, confiante dans la vie et sur l'extérieur. Tu as des projets, tu développes peut-être ta conscience. Tu es présente aussi et capable de créer du lien, créer ce que tu désires. Tu es complètement connecté aux autres et à toi. Et tu sais aimer sainement les autres et toi-même évidemment. Tandis que quand tu es en survie, ton système détecte un danger, réel ou émotionnel. On est d'accord qu'il peut juste ne rien se passer, mais comme tu as engrangé des mécanismes automatiques au niveau de ton esprit et au niveau de ton inconscient, celui-ci va penser qu'il y a un danger, même s'il n'y en a plus, parce qu'il ne voit pas quel âge tu as aujourd'hui. Et il est incapable en fait de le voir tant qu'on ne lui montre pas au système nerveux et tant qu'on ne lui apprend pas à se réguler. Et donc il s'active. Et il s'active de différentes manières. Tout d'abord, il va s'activer par la fuite. Par exemple, tu as une discussion difficile et qui te touche,
et en fait tu finis par te déconnecter d'un point de vue émotionnel. C'est une sorte de fuite. Ou alors tu sors de la pièce, tu ne veux pas discuter de ce point. Ou alors tu n'écoutes pas l'autre non plus, c'est une forme de déconnexion, c'est comme si tu étais dissocié. Et en fait, pourquoi tu fuis? Parce que tu n'as jamais appris à accueillir tes émotions, jamais appris à accueillir des conversations. Tu as dû affaire à des parents qui étaient comme toi en fait, qui n'ont aucune éducation au niveau de l'intelligence émotionnelle, de la conscience émotionnelle, mais aussi de l'intelligence relationnelle. Et souvent, les personnes qui sont dans la fuite sont des personnes qui passent leur temps à dire « je m'en fous, ça ne me touche pas », alors qu'au fond, elles savent que c'est tout le contraire. Mais, en fait, tu n'as pas appris à faire autrement. Ensuite, la deuxième manière pour le système nerveux, c'est d'attaquer. Donc dans ce cas-là, tu vas te mettre à engueuler l'autre ou le tenir responsable de ta situation. On est souvent dans une position de victime dans ce cas-là et le monde est responsable de ta situation. Tu es un spécialiste de l'injustice. Tout ce qu'il y a à l'extérieur est injuste. Tout ce qui t'arrive est injuste. Ça, c'est une forme d'attaque en fait. C'est une forme de protection mais en version attaque. Et ensuite, nous avons le figement. Là, tu es carrément bloqué et même bloqué physiquement, c'est-à-dire que tu es incapable de dire ou de faire quelque chose dans la situation, car tu penses que tu es en danger de mort. Le point clé, là, c'est que ton système nerveux ne fait pas la différence entre un danger réel et une simple blessure émotionnelle qui date peut-être de l'enfance. Il ne fait que répondre à un message, à ce qu'il voit, en fait, et qui a été vécu lorsque tu étais enfant. C'est comme une forme d'abandon, en fait, qui a été vécu enfant, et lui ne fait que le remettre en lumière. Ce qui est intéressant de comprendre là, par exemple, c'est le lien qu'il y a avec ton enfance. Ton système nerveux, il a été programmé dès ta naissance, et ton contact avec le monde extérieur dès tes premières heures de vie. Par qui c'est fait? Soit tes figures d'attachement, soit les personnes qui ont été tes référents enfants. Donc ça peut être les parents, ça peut être le caregivers ou ton environnement qui s'est occupé de toi si par exemple tu as été abandonné à la naissance. Donc en fait les nurses, peut-être les infirmières, peut-être l'endroit où tu as été mis avec des personnes qui ont pris soin de toi. Si enfant tu as vécu donc de l'instabilité au quotidien, c'est-à-dire des parents qui passent leur temps à être dans des pics émotionnels, donc en fait il n'y a pas de stabilité chez toi, un manque d'attention au quotidien, c'est-à-dire que quand tu avais un besoin, l'enfant, toi en tant qu'enfant, il n'y avait personne en face pour t'écouter, personne pour comprendre ce que tu étais en train de vivre ou de traverser, c'est-à-dire que tu t'es retrouvé extrêmement seul beaucoup de fois dans ta vie, étant enfant, d'où la croyance derrière que je ne mérite pas d'amour, évidemment c'est en lien. Souvent, on a vécu du rejet aussi, c'est-à-dire des parents qui ne comprennent pas qui on est, qui sont dépassés par notre manière d'être et en fait qui ont give up entre guillemets, enfin qui ont laissé tomber en fait, ils nous laissent de côté. La forme de rejet, elle peut être aussi sous forme d'un enfant qui exprime un besoin, exprime peut-être un mal-être et en fait il est enfermé dans une chambre ou mis dans un couloir pour réfléchir. C'est une forme de rejet, c'est une forme de maltraitance même pour moi, c'est une forme de négligence parentale, de penser qu'un enfant de 3, 5 ans, même 10 ans, est capable de comprendre ce que l'adulte est en train de lui dire. Il peut y avoir aussi un problème d'incohérence au quotidien, c'est-à-dire un parent qui va dire oui et le lendemain va dire non, un parent qui va être gentil le matin et qui va être méchant le soir. L'enfant ne sait plus sur quel pied danser et ne comprend pas l'adulte qui est en face de lui. Ça va créer chez lui de l'anxiété assez poussée et de la fuite aussi souvent pour ne pas avoir à subir d'un point de vue émotionnel l'état du parent. Ça peut être aussi un parent qui est alcoolique, un parent qui est malade, un parent qui a une maladie psychique. L'enfant sera énormément impacté aussi par ça. Et son système nerveux aussi. Des pics où en fait il y a aussi le fait qu'aucun espace sécure est à la maison. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun endroit chez toi où tu peux être toi, dire ce que tu vivais ou penser à l'intérieur de toi sans avoir peur d'être jugé ou même rejeté ou même mis de côté ou vu comme le petit canard
noire de la famille. Il peut y avoir aussi évidemment de la violence physique, psychique, de la négligence parentale et évidemment de la maltraitance. Et ça, c'est une des choses où le système nerveux va avoir des réactions extrêmement ancrées parce que tout ce qui est violence physique, psychique, la négligence et la maltraitance, c'est quelque chose qui va se répéter quasiment sur toute l'enfance, pour certains enfants en tout cas, et jusqu'à l'âge adulte en fait, jusqu'à ce qu'ils partent. Et ça, c'est quelque chose de difficile à défaire au niveau du système nerveux quand même. Ça va demander énormément d'exercice et de conscience et de prise de conscience. Et évidemment, le dernier point qui est la solitude, comme si tu avais appris tout par toi-même en fait. Tu n'as pas eu de parents réellement, des parents qui ont peut-être trop bossé ou même des parents qui étaient complètement, comment je dirais, absents de ton quotidien, que tu ne voyais quasiment jamais. La leçon qui peut être intéressante derrière d'un point de vue spirituel et que moi je trouve intéressante, c'est lorsque tu grandis sans parents, pour moi. Je pense que derrière, d'un point de vue karmique ou même d'un point de vue mission, c'est apprendre à être son propre parent. Et créer ta propre place dans le monde. C'est-à-dire que tu es là pour aller chercher les ressources à l'intérieur de toi. Et donc en fait, qu'est-ce que ton corps a appris? Donc ton esprit n'apprend pas la même chose, on est d'accord, mais ton corps va apprendre que le lien n'est pas sécurisé avec ta figure d'attachement et ni avec le monde qui t'entoure. Et donc, ça va créer dans ton système constamment du danger et de la survie. Et alors, tu t'es adapté à ça, car tu n'avais pas vraiment le choix lorsque tu étais enfant, on est d'accord, pour survivre dans cet environnement instable et vu comme dangereux pour toi. Et on le verra aussi que dans les liens d'attachement, l'enfant va survivre et va mettre de côté tout ce qu'il est pour répondre aux besoins du parent, au lieu de répondre à son besoin s'il constate que le parent n'a pas ces capacités-là. Ça fait que quoi? Ta vision du monde est que le monde est dangereux pour toi, que tu ne peux pas y être en sécurité, ni avec ta figure d'attachement, ni avec les personnes qui t'entourent et qui sont censées t'aimer et t'accompagner au quotidien. Conséquence, dans la relation amoureuse, tu ne peux pas faire confiance à l'autre, même s'il est gentil, attentionné, à l'écoute, dans le partage. Tu vas trouver ça hyper suspect, car tu n'as jamais vécu ça en fait. Tu sais pas ce que c'est en fait, l'amour véritable de quelqu'un qui est capable de prendre soin de toi. Alors tu vas t'accrocher à des partenaires instables, tout comme toi en fait. Il vient répondre à tes blessures. En fait, chaque partenaire qu'on rencontre vient répondre à une blessure émotionnelle qui est la même et un système nerveux qui est quasiment le même. C'est rare, par exemple, d'avoir quelqu'un qui est en survie, qui va arriver à être avec une personne qui est sécure, en fait, d'un point de vue relationnel, parce que d'un point de vue énergétique, elle ne vibre pas du tout la même chose. Donc, en fait, pour que la rencontre se fait, c'est minime, en fait, au niveau pourcentage de rencontrer quelqu'un qui est stable. Évidemment que c'est possible si vous faites le travail et que vous passez de survie à sécure, par exemple. Évidemment que tout ça est inconscient, hein, mais le résultat est que tu l'as fait pour survivre émotionnellement et qu'aujourd'hui, beaucoup d'adultes, de femmes et d'hommes sont toujours dans le même schéma de survie et vous n'en avez pas conscience. Et donc vous répétez inconsciemment toujours les mêmes choses, les mêmes relations, les mêmes partenaires, les mêmes amis, les mêmes situations. Pourquoi j'ai parlé des styles d'attachement? Parce que c'est très en lien avec, pour moi, le système nerveux. La théorie de l'attachement, c'est quoi? C'est un concept en psychologie qui explique comment l'enfant nouveau-né va créer les liens affectifs avec sa figure d'attachement. Qu'est-ce qu'il va développer comme type de lien avec son parent? Principalement avec la figure qui s'occupe de lui, hein, donc parent ou autre. Et en fait, la théorie de l'attachement va plus loin que ça et dit que ça va influencer même notre manière de nous aimer, notre manière d'aimer les autres, notre manière de nous attacher à l'autre et d'entrer en relation avec les autres à l'âge adulte. L'idée centrale là, c'est l'enfant, lorsqu'il naît, a besoin fondamental de sécurité affective, de sécurité tout court même. C'est-à-dire que selon la qualité de la relation qu'il aura avec sa figure d'attachement, donc de la présence au quotidien qui est stable, de la stabilité, que ce soit financière, que ce soit émotionnelle, que ce soit relationnelle, que ce soit un espace où il peut se déposer en sécurité, un parent qui répond aux besoins au quotidien
sans que ça change, sans qu'il se retrouve un jour avec de la nourriture et le lendemain il n'y en a plus. Ou il est en sécurité, le lendemain il n'y a plus de sécurité. Il va développer une manière spécifique de se sentir en sécurité avec lui-même, mais aussi avec sa figure d'attachement et derrière avec le monde. Il va apprendre grâce à ce parent, s'il sait gérer ses propres émotions, avoir cette stabilité émotionnelle, avoir cette stabilité relationnelle, à gérer lui-même ses propres émotions, à les accueillir et à être capable de les gérer. Mais aussi, il va apprendre à rentrer en relation avec les autres. Et plus tard, s'il le désire, il verra que gérer ses émotions, gérer ses relations est très en lien aussi avec gérer son énergie au quotidien. Si dans votre vie, vous n'avez connu que des pics émotionnels depuis petit, que vous avez grandi dans du chaos, dans de l'instabilité, en fait, inconsciemment, votre cerveau va être conditionné à aller chercher ça constamment, en fait, comme une forme d'addiction, et c'est même une addiction pour certains, d'aller chercher ces pics de dopamine, comme on fait pour les jeux de sexe, d'argent, de télé, de jeux télévisés, les jeux sur les ordinateurs, etc. C'est le même processus. Et en fait, il y a un vrai travail à faire par rapport à ça, c'est d'aller enlever cette addiction. Et déjà d'en prendre conscience, évidemment, qu'il y a une forme d'addiction à aller chercher des pics de dopamine et que ce n'est pas normal, en fait. On n'est pas là pour aller constamment aller stimuler la dopamine. Et lorsqu'on a vécu dans ce chaos, ça va prendre un certain temps pour apprendre à ne plus aller activer la dopamine et donc aller chercher des pics émotionnels dans sa vie, mais aller rechercher de la stabilité qu'on n'a pas connue. Sachez que c'est possible de le faire parce que moi-même j'ai réussi à le faire, de passer d'un vrai chaos intérieur à une stabilité émotionnelle, une stabilité relationnelle et même à un état de paix à l'intérieur. Mais ça m'a demandé des années en fait de thérapie, de la pratique au quotidien, une hygiène alimentaire, une hygiène mentale, une hygiène émotionnelle. Et je pense qu'un certain nombre de personnes ici sont là pour apprendre ça aussi dans leur incarnation. Qu'est-ce que ça implique en fait, ces expériences précoces En fait, elles vont créer chez l'enfant, enfin chez le bébé en fait, un style d'attachement. Et ce style d'attachement va influencer quasiment tous les pans de sa vie. Que ce soit les relations amoureuses, les relations amicales, les relations familiales, la relation à soi-même. La manière dont tu as été aimé enfant, donc en fait si tu as reçu de l'amour qui a été serein, de l'amour inconditionnel, de l'amour vrai en fait. Et l'amour c'est pas que d'un point de vue sentiment, ça peut être aussi quand on porte de l'attention à quelqu'un, qu'on répond à ses besoins, c'est une forme d'amour aussi. Qu'on passe du temps avec lui, du temps de qualité, c'est aussi une forme d'amour. Si vous n'avez pas eu tout ça, la manière dont vous vous aimez aujourd'hui, c'est que vous ne vous aimez pas. Vous ne pouvez pas vous aimer. Il y a un vrai travail à faire par rapport à soi-même et par rapport à cet enfant que vous avez été, d'aller le guérir et d'aller comprendre combien vous avez souffert de ne pas avoir eu cet amour, cette attention, cet espace pour vous exprimer. Chaque individu a un besoin d'amour extrêmement fort. Ce qui est intéressant même de voir, c'est que, selon Carl Jung, lorsqu'on est enfant, on arrive avec tout notre potentiel, c'est-à-dire que tout est ouvert, tous les champs sont ouverts. Et au fur et à mesure qu'on voit notre figure d'attachement évoluer et qu'on comprend ce qu'elle accepte et ce qu'elle n'accepte pas, nous allons refouler tout ce qu'elle n'accepte pas dans notre inconscient, parce qu'on sait que c'est pas comme ça qu'on sera aimé et que notre survie en dépend quand on est enfant d'être aimé, même si ce n'est pas notre personnalité. Il y a aussi un vrai travail à faire par rapport à ça, d'aller rechercher dans son inconscient tout ce qui a été mis de côté pour être aimé. Et le retrouver pour pouvoir l'incarner aujourd'hui en tant qu'adulte. Il y a beaucoup de monde qui est concerné par ça. Et moi, c'est un travail que j'ai fait, d'aller rechercher à l'intérieur de moi ces qualités que j'avais mis de côté parce que des parents défaillants, quoi. Lorsque l'amour est stable et que tu peux faire confiance, tu peux communiquer comme tu le désires et tel que tu es, tu sais que tu peux aimer sans te perdre et que l'autre t'aime pour qui tu as un attachement qui s'appelle sécurisant. En moyenne, c'est 50% de la population.
ça. Ensuite, nous avons l'attachement anxieux. Alors là, c'est un attachement où tu as eu des parents immatures émotionnellement, mais aussi relationnellement, qui n'ont pas fait de travail souvent sur eux, qui ne connaissent pas toutes ces théories et qui ont semblé, qui ont fait de leur mieux, on est bien d'accord, mais c'était pas suffisant. Souvent, c'est même eux-mêmes des parents qui ont été anxieux, qui ont un attachement anxieux. Et donc en fait, tu as le même mode de fonctionnement, c'est-à-dire que tu as peur de perdre l'autre, donc tu es prête à te plier, à te soumettre, à être humiliée, à être dans des comportements qui ne sont pas du tout toi, simplement parce que tu as besoin d'être aimé, parce que tu as ressenti un tel manque quand tu étais enfant, que tu le cherches partout en extérieur. Et en fait, ton système nerveux, là par exemple, il est hyper activé constamment. Il ne connaît pas le mode vie, il connaît que le mode survie, quoi. Et le problème, c'est que tu es constamment en vigilance constante parce que tu passes ton temps à regarder si les autres t'aiment. Et ça, sous quelle forme? Des messages, sous les attentions qu'ils te portent, sous peut-être les cadeaux qu'ils te font, ou les conversations qu'ils ont avec toi. Est-ce qu'ils te donnent du temps de qualité? Un attachement anxieux n'est pas un attachement sécurisant, est un attachement où on vit beaucoup de souffrance en fait. Ensuite, on a l'attachement évitant. Alors là, tu as peur de dépendre de l'autre en fait. Et tu as tellement peur de dépendre de l'autre que tu vas finir par dépendre de l'autre complètement. C'est-à-dire que là, il est demandé d'aller chercher un équilibre et de sortir de l'évitant et de retrouver un équilibre, sain. Là, en fait, ton système coupe carrément toutes les émotions que tu ressens. Et un des points vraiment hyper importants chez l'évitant, il déteste la proximité. Lorsqu'il y a de la proximité pour lui, c'est un danger. Et donc, l'évitant va devoir apprendre au fur et à mesure, en fait, à apprécier la proximité avec quelqu'un, va apprendre aussi à lui faire confiance, va aussi apprendre à accepter que quelqu'un l'aime pour qui il est, et apprendre, évidemment, c'est ouvrir son cœur et ne plus le refermer dès que quelque chose le blesse ou le fait sentir mal. Ensuite, nous avons l'attachement désorganisé. Pour moi, c'est un mélange de évitant et d'anxieux. C'est-à-dire que tu alternes entre les deux. Tu veux l'amour, mais tu en as peur. Ton système est complètement instable au niveau à l'intérieur. C'est-à-dire que tu veux des rapprochements, mais dès qu'il y a rapprochement, tu t'en vas. Et ça crée chez toi beaucoup de confusion. C'est-à-dire qu'au niveau intérieur, c'est le chaos. C'est-à-dire que tu as du mal à trouver une stabilité émotionnelle. Tu ne l'as même pas, en fait, la stabilité émotionnelle, ni la stabilité relationnelle. Même la stabilité au niveau de ton énergie. C'est complètement à droite, à gauche, à droite, à gauche. C'est épuisant, en fait, parce que tu passes ton temps à alterner entre les deux. Et tu ne sais pas comment te sortir de ça. C'est-à-dire comment retrouver l'équilibre intérieur. Et pour retrouver l'équilibre intérieur, évidemment, il faut déjà s'en rendre compte de ce type d'attachement qu'on a. Pourquoi on alterne entre anxieux et évitant tout le temps. Qu'est-ce qui se joue en fait à chaque moment où tu te vois devenir évitant, ou est-ce que tu te vois devenir anxieux. Et ça peut prendre des années à réajuster en fait, parce que ça demande beaucoup de conscience de soi, beaucoup de travail aussi au niveau de ses blessures, essayer de décortiquer et de comprendre les comportements qui ont eu lieu quand tu étais enfant et qui t'ont créé ce type de comportement à l'intérieur de toi, et combien ça t'a créé de la souffrance aussi en fait. Et ce qui est intéressant là, c'est de comprendre quel est l'impact dans tes relations. Par exemple, en amour, concrètement, tu rencontres quelqu'un, au début il y a une connexion très forte. Alors si tu es un évitant, ça va pas te plaire en fait, donc tu vas devenir rapidement distant. Et anxieux, tu vas adorer être en connexion très forte. Et en fait, l'anxieux, lorsqu'il y a une connexion très forte, soit il va vraiment paniquer, il va envoyer des messages, il va tout remettre en cause tout le temps, alors que l'autre a vraiment des sentiments pour lui et l'aime vraiment et qu'il y a vraiment une connexion forte. Mais l'anxieux ne peut pas s'empêcher d'aller constamment rechercher l'amour chez l'autre pour se sentir bien, mais parce qu'en fait il n'a jamais eu non plus l'amour en face de lui. C'est-à-dire qu'un coup il l'avait, un coup il ne l'avait pas. Donc il apprend à gérer de cette manière-là les relations.
En prendre conscience te permet de prendre du recul et de voir que c'est pas du tout équilibré. Tu ne devrais pas paniquer, envoyer des messages, même trop de messages, et tout remettre en question tous les jours. Tu dois être capable de retrouver le juste milieu et te dire, ok, là, mon comportement n'est pas sain. L'évitant, par exemple, lui, si il y a une relation extrêmement, on va dire, alignée avec lui, il va fuir. Parce que souvent, l'évitant ne veut pas s'engager. Pour lui, c'est une vraie souffrance de s'engager, tellement il a peur de souffrir. Et il se ferme, en fait. Et donc, en fait, ça donne des relations complètement instables, hein, que ce soit évitant ou anxieux, ou quasiment, ou ambivalent, c'est-à-dire l'anxiété et l'évitant. Ensuite, en amitié, ça peut être une amie qui ne répond pas à votre message. Donc l'anxieux, qu'est-ce qu'il va penser ? Elle m'en veut. L'évitant, il va dire je m'en fiche, mais en fin de compte, ce qu'il fait, c'est qu'il ferme ses émotions. Et le sécure va avoir une réponse qui est complètement saine, dire ok, elle est occupée, elle me répondra quand elle pourra me répondre. Par exemple, le travail, ton boss te fait un retour sur ton travail. L'anxieux va douter, va surcompenser, va penser que c'est nul ce qu'il a fait, que ça n'a aucun intérêt, que c'est peut-être pas du tout ce qu'il attendait, quoi. L'évitant, lui, va se fermer et va se désengager. Et va prendre les retours d'une manière très détachée. Le sécure, par exemple, lui, va écouter sans remettre en question tout ce qui est dit et va pouvoir rentrer dans une conversation en s'engageant et en disant « Ok, là je suis d'accord, là je ne suis pas d'accord ». Tandis que l'anxieux et l'évitant n'arrivent pas à faire ça. C'est difficile pour eux d'avoir une vraie conversation lorsqu'ils sont touchés à l'intérieur. Comment on fait pareil quand on a un parent critique ou froid, père ou mère, hein, ça ne change rien. En fait, l'anxieux, que le parent soit critique ou froid, va tout le temps aller chercher à être validé. Et en fait, s'il a un parent critique ou froid, les 3/4 du temps, il sera validé 1 fois sur 10 peut-être. Et en fait, ça va créer ça chez lui, beaucoup d'anxiété. L'évitant, par exemple, s'il a un parent critique ou froid, il va se couper émotionnellement et sa phrase favorite sera « je m'en fous, ça ne me touche pas ». Le désorganisé, il va être entre le besoin d'être validé et le rejet. Quel est le lien invisible que tu ne vois pas là ? Ce que tu ne vois pas, c'est que tu ne réagis pas à la personne, tu réagis à ton passé activé dans le présent. Donc en fait, tu réagis à tes blessures, tu réagis à des situations que tu as vécues, enfant ou même adolescent. En fait, les liens d'attachement, en fonction de ton lien d'attachement, il va réagir en fonction de tes blessures. Et l'autre, quand c'est un partenaire par exemple, et que vous êtes sur la même, on va dire, par exemple, évitant, fuyant, anxieux ou anxieux évitant. En fait, lorsque vous êtes sur anxieux évitant, ils vont passer leur temps à répondre sur les blessures de l'un et de l'autre. Et pareil pour 2 anxieux et 2 évitants. Parce que nous sommes toujours le miroir de l'autre, surtout dans une relation amoureuse. Et en fait, si tu n'as pas conscience de ça, que l'autre vient constamment te chercher sur tes blessures, sur ce que tu n'as pas résolu et ce que tu ne vois pas encore en toi, la relation va être extrêmement compliquée. Et en fait, il y a un vrai travail là à faire, c'est de comprendre que l'autre vient sur une blessure, on est appelé, nous, à venir la guérir, cette blessure, pour ne plus qu'elle ressurgisse. Mais avant de prendre conscience de quelle blessure c'est, il y a besoin, pour moi, déjà de prendre conscience de ce schéma-là. Sache que ton système nerveux, par exemple, il ne cherche pas l'amour. Il s'en fout de l'amour. La seule chose qui l'intéresse, c'est ta sécurité et ce qu'il connaît déjà depuis que tu es tout petit. Tandis que dans les liens d'attachement, on est à la recherche de l'amour. Mais pas l'amour conditionnel. On recherche l'amour véritable, l'amour inconditionnel. Et on va passer notre vie à chercher ça. Mais pour le trouver, il faut qu'on passe de anxieux à sécure et de fuyant à sécure. Comment on fait pour se sécuriser soi-même ?
En fait, il faut arrêter d'attendre que l'autre nous rassure déjà. C'est-à-dire que c'est à nous d'apprendre à nous rassurer par nous-mêmes. Et surtout, à revenir à soi lorsqu'on est en mode fuite ou en mode anxieux. La deuxième chose qu'il est possible de faire, c'est ralentir. Ne pas réagir immédiatement. Créer un espace de quelques secondes par rapport à la situation et regarder comme si on avait un petit personnage de nous-mêmes qui nous permet de voir ce qui se joue. La troisième chose qui est importante, c'est différencier la réalité, évidemment, et de l'interprétation. C'est-à-dire fait, il n'a pas répondu, histoire, je ne compte pas. On voit bien que là, en fait, l'histoire qu'on se raconte est fausse. C'est pas parce que quelqu'un ne répond pas à notre message dans la minute qui suit que on ne compte pas pour lui. Mais en fait, notre système est tellement habitué à ce type de comportement qu'on a eu et qu'on a associé en fait à des parents, parce qu'en fait, lorsqu'on était enfant, on n'avait pas la capacité de voir combien nos parents n'étaient pas matures émotionnellement. Et en fait, on a ancré la croyance que je ne compte pas pour l'autre, je ne mérite pas l'amour de l'autre, je ne mérite pas l'attention de l'autre. Mais en fait, ils étaient incapables en face de répondre à ça. Eux-mêmes ont dû avoir les mêmes croyances, et le même type d'attachement, et le même type de système nerveux. Ce qui est important aussi, lorsqu'on veut redevenir sécure, c'est prendre du temps que pour soi, avec soi, pour apprendre à aller se connaître intérieurement, qui on est. Et donc, se créer une vie pleine de sens. Ne plus dépendre d'une relation pour exister. Essayer de comprendre quelles sont peut-être nos valeurs, quels sont nos dons, quelles sont nos capacités, quelles sont nos compétences. Et aller les nourrir, les chérir. C'est le seul moyen pour retrouver de la sécurité pour moi, un comportement de sécurité. Il y a aussi un gros travail à faire pour moi sur apprendre à se stabiliser émotionnellement, se stabiliser d'un point de vue relationnel et stabiliser son énergie. 3 choses extrêmement importantes si on veut avoir un attachement sécure, parce que c'est ce qu'ont les personnes qui sont sécures. C'est apprendre aussi à poser des limites, à poser nos besoins, à dire ce que l'on ressent, parce que souvent, les personnes qui ont des attachements évitants, qui ont des attachements fuyants, qui ont un système nerveux qui est en survie, n'ont pas pu exprimer quels étaient leurs besoins, leurs limites, n'ont pas pu dire ce qu'elles ressentaient. Et il y a un vrai besoin là de poser, ok, moi, aujourd'hui, en tant qu'adulte, mes limites, c'est celles-là. Et je dois rester dans ces limites-là parce que ça fait que je me sens bien et que c'est juste pour moi. C'est prendre conscience combien on accepte des choses intolérables, des comportements intolérables, qu'on accepte des situations où on n'est pas du tout respecté, où on accepte peut-être des paroles, qu'on accepte des situations où nos valeurs, nos limites, nos besoins ne sont pas respectés, écoutés, appréciés à leur juste valeur. Et, surtout, c'est arrêter de tolérer ce qui nous fait souffrir. Le 6e point, ce serait d'accepter de perdre. Ce que j'ai compris en faisant ce chemin-là, c'est que tu ne peux pas te choisir et garder tout le monde. Il y a des personnes qui vont sortir de ta vie et c'est normal. Parce que plus tu vas t'aligner intérieurement avec qui tu es, plus tu vas poser tes limites, tes besoins, tes croyances, tes nouvelles croyances, mais surtout aussi, inconsciemment, il y a une nouvelle personne de toi-même qui va émerger, une nouvelle identité quand tu fais ce chemin-là. Et ben, tout le monde n'accepte pas que tu évolues. Et c'est ok, chacun son rythme et chacun sa vie. Mais toi, il va y avoir que tu aies le courage de poursuivre ce chemin-là que pour toi et pas pour les autres. Alors la sécurité, ce n'est pas que tout soit stable, évidemment, autour de toi. C'est ta capacité à rester stable à l'intérieur de toi et que ce qui se passe en extérieur ne t'impacte pas.
que tu ne sois pas touché. Et pour arriver à ces niveaux-là de conscience, mais aussi à ces niveaux-là de paix, il y a un énorme travail à faire au niveau de ses blessures, au niveau de son énergie, au niveau de ses croyances, au niveau de son identité, au niveau de son conditionnement. Et pour moi, il y a une dimension encore plus profonde, parce que c'est important pour moi, c'est se reconnecter à sa spiritualité. Et de prendre de la hauteur par rapport à sa spiritualité. C'est se poser la question de pourquoi moi, j'ai eu des parents comme ça. Parce que, comme je vous ai dit, 50% de la population sont des adultes sécures. Pourquoi moi, j'ai eu des parents comme ils sont? Et moi, je l'ai compris dans une vie antérieure, et même dans plusieurs vies antérieures, où j'étais incapable d'avoir de la stabilité émotionnelle, de la stabilité relationnelle, de la stabilité énergétique. Ça partait dans tous les sens, des problèmes d'addiction, des problèmes d'incompréhension, des problèmes de violence, des problèmes d'alcoolisme. Et je me suis longtemps posé la question de pourquoi 4 parents défaillants. Aujourd'hui, je sais que ces 4 parents défaillants ont été là pour me montrer mes propres failles. Et que je les dépasse, ces failles, que je puisse être en capacité de passer au-dessus de ces failles. Ce qui est le cas aujourd'hui. Et je les remercie de m'avoir montré toutes mes failles. Parce qu'aujourd'hui, à quasiment 50 ans, je travaille sur ma stabilité émotionnelle, ma stabilité relationnelle, sur ma stabilité énergétique. Je m'oblige à avoir de la rigueur. Je m'oblige à avoir une hygiène de vie, que ce soit alimentaire, que ce soit sportive, que ce soit au niveau du corps, au niveau de l'esprit, sur tous les plans en fait. Et pourquoi je parle de ça? Parce que toutes les relations que vous vivez depuis que vous êtes né ne sont pas là par hasard. Elles ne sont pas là pour vous faire souffrir, mais elles sont là pour vous révéler vos parts d'ombre, vous montrer là où vous trahissez, là où vous vous soumettez, là où vous n'êtes pas vous. Et chaque relation, que ce soit vos frères et sœurs, vos parents, vos petits amis, ont toutes été décidées de l'autre côté avant même que vous arriviez ici, pour vous aider à grandir. Et qu'est-ce qu'elles viennent activer chez vous? Pour la plupart des personnes, soit une blessure, soit une mémoire qui peut dater d'une vie antérieure, ou même une illusion que tu avais sur toi-même. Et c'est pas là pour te punir comme beaucoup pensent, mais pour t'éveiller de plus en plus. Et que tu puisses guérir ces blessures, ce comportement, et que tu puisses agir la prochaine fois d'une manière appropriée. Parce que j'entends beaucoup, en fait, aussi de personnes qui se plaignent, en fait, de leur vie, des parents qu'ils ont eus. Mais en fait, s'ils prenaient juste le temps de regarder que dans une vie antérieure, ils ont fait exactement la même chose, ou quasiment, et qu'ils sont là pour revoir l'autre côté de la médaille, ça changerait leur vie. Je vais vous raconter une histoire. Moi, en faisant ma formation dans l'hypnose régressive dans les vies antérieures, lors de cette formation, j'ai évidemment pratiqué, et j'ai pu me rendre compte que j'ai été un homme dans une vie précédente, et j'étais un homme extrêmement violent, alcoolisé, qui buvait beaucoup, qui n'avait aucun respect, aucune stabilité émotionnelle ni relationnelle. Tout ça, tout ce dont je vous parle, ne lui parlait pas du tout, il n'avait aucune conscience de ça. Et l'image que j'ai eue, c'est que je suis en voiture, complètement alcoolisée, je me prends un mur qui était blond. Et l'image d'après, on tire le tiroir de la morgue et je suis allongée mort. Et qu'est-ce qui me vient à l'esprit là, à ce moment-là? Je vois ma mère d'aujourd'hui, qui était ma femme dans cette scène-là, qui était complètement effondrée et que je voyais qu'elle m'aimait, qui avait de l'amour sincère pour moi. Et moi, je continuais, malgré que je sois mort, à me dire « Mais qu'est-ce qu'elle est conne, je la déteste, mes pauvres filles ». Et j'étais vraiment dans une méchanceté vis-à-vis d'elle, même dans une haine vis-à-vis d'elle, qui était mais extrêmement violente en fait, et extrêmement élevée. Et ce que j'ai compris, c'est que aujourd'hui, la mère que j'ai eue, qui a été aussi
violente, physiquement et verbalement dans cette vie-là, m'a, entre guillemets, fait un retour karmique, en fait. Et je ne suis pas pour la violence, évidemment, hein, mais ce que j'ai compris, c'est que si je n'avais pas vécu ce que j'ai vécu ici dans cette vie-là, mon ego aurait continué à être aussi puissant. En fait, les actes de violence, en tout cas sur moi, m'ont permis que mon ego change d'attitude, en fait, et qu'il soit beaucoup plus humble, et que moi j'apprenne qu'est-ce que c'est l'humilité, que j'apprenne ce qu'est l'amour, en fait, de soi. Et aujourd'hui, ce que je constate avec le recul, c'est que si j'avais pas eu ce parcours extrêmement chaotique de ma vie, je n'en serais pas là aujourd'hui. Et je ne serais pas capable de vous parler de tout ça. Parce que toutes ces épreuves m'ont permis d'ouvrir ma conscience, d'ouvrir mon cœur, de comprendre énormément de choses sur l'humain, mais aussi sur l'ego, sur pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait là en fait. Parce qu'il n'y a aucun hasard. Mais pour moi, même, le hasard n'existe pas. Donc, ce que tu vis dans tes relations te montre tous les espaces à l'intérieur de toi où tu n'es pas encore libre. Pour moi, le vrai chemin, ce n'est pas de trouver la bonne personne. Parce qu'il peut y avoir plusieurs personnes dans une incarnation qui vous correspondent. Et plusieurs personnes qui sont désignées même pour vous faire grandir. Pour moi, l'objectif de notre chemin ici, de notre vraie incarnation, c'est de devenir un espace intérieur stable. Pour soi, mais aussi pour le monde. Et plus nous arrivons à ça, et moins il y aura de chaos dans ce monde. C'est vraiment un chemin de humilité, de reconnexion à soi, de reconnexion à son cœur, à qui on est vraiment. Parce que quand tu commences à changer intérieurement, je peux te certifier que tu n'attires plus du tout les mêmes relations, tu ne tolères plus du tout les mêmes choses non plus, et tu ne vibres plus au même endroit. Moi, je ne crois pas à la révolution d'un peuple. Ce que je crois, c'est au changement de chacun, d'un point de vue conscience, d'un point de vue incarner sa souveraineté, incarner qui on est. Plus nous serons nombreux à le faire, plus ce monde changera. Alors ma conclusion en fait pour cet épisode, c'est que tu n'es pas cassé, tu n'es pas trop, tu n'es pas incapable d'aimer. Tu es simplement conditionné, blessé et en mode automatique. Et sache vraiment que ce conditionnement peut évoluer et de manière beaucoup plus positive. Sache aussi que ce que tu cherches chez l'autre est en train de naître en toi. Si cet épisode t'a parlé, j'en suis ravie. N'hésite pas à le partager avec les personnes autour de toi qui auraient besoin d'entendre cet épisode. Commente et mets-moi un petit like pour faire distribuer, que d'autres personnes découvrent ce podcast. Et pour terminer, j'aimerais te poser quelques questions auxquelles tu peux prendre le temps de répondre. C'est: est-ce que je cherche l'amour ou est-ce que j'apprends à devenir l'amour? Quelle identité suis-je actuellement qui rend l'amour dangereux? Quelle fréquence j'émets quotidiennement qui fait que je n'ai pas ce que je veux? Est-ce que je vibre la peur, l'angoisse, le stress, la fuite, la victime? Ou est-ce que je vibre la paix, l'amour, la grâce, la bonté? Est-ce que je crois que l'amour est normal pour moi? Ou est-ce que j'essaye encore de le quémander? Ou suis-je en train d'externaliser mon pouvoir au lieu de décider en tant que souveraine? Qu'est-ce que la version de moi qui est dépouillée de toutes ses croyances, ses conditionnements, ses blessures aimerait voir dans sa réalité? Qu'est-ce que la version de moi ne tolérerait plus du tout, plus jamais, si elle n'incarnait que ce qu'elle est? J'espère que cet épisode vous a plu et on se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode. Bye bye!